j'avais 10% de part, donc j'avais Ok. mais que associé, donc c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu inédite sur la chaîne puisque c'est un droit de réponse par rapport à la vidéo de vendredi. En effet, à la suite de ma vidéo vendredi sur Tom Monopoly, le principal intéressé a répondu à la vidéo en commentaire. Dans sa réponse, il avait l'air de contester certaines hypothèses de ma vidéo, donc j'ai décidé de lui proposer un droit de réponse. Et il a accepté, on s'est entretenu hier pendant 1 heure environ. Vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi je lui ai proposé un droit de réponse à lui et pas aux autres sujets de mes vidéos précédentes. Tout simplement parce que c'est un des seuls qui a commenté la vidéo qui le concernait. La seule autre personne qui l'a fait, à part Tom Monopoly, c'était Sadek, et Sadek aussi a eu son droit de réponse. D'ailleurs, chaque personne concernée par une vidéo sur ma chaîne a le droit à un droit de réponse. Et d'ailleurs, concernant Tom Monopoly, ça va même aller un petit peu plus loin, parce que après avoir fait son interview hier, des victimes dans cette affaire m'ont également contacté. Donc je leur ai également proposé de venir en vidéo et de donner leur version de l'histoire. Alors, ils ont accepté, ça se fera dans une autre partie où on recueillera exclusivement les témoignages, les versions de l'histoire des victimes, mais la vidéo va pas sortir de suite, le temps que les autres victimes me contactent, qu'on se cale, etc. Avant de partir pour cette vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez une vidéo actualité quasi quotidienne. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Dans cette vidéo, on va commencer par analyser sa réponse. Parce que Tom Monopoly a publié une réponse sur ses réseaux sociaux. C'est la même vidéo de 8 minutes environ qu'il a postée sur YouTube, sur Insta, etc. On va analyser quelques moments de cette vidéo et ensuite on passera à l'interview. Juste avant de commencer, je vous explique pourquoi je vais aussi loin dans cette affaire. Je vais aussi loin dans cette affaire parce que ça me paraît une affaire qui peut toucher tout le monde. Pas tout le monde fait du copy trading, de la crypto, des NFT. Par contre, des achats immobiliers, ça peut toucher tout le monde. Parce que là, c'était des achats de biens destinés à la location, mais avoir une entreprise de travaux par exemple qui ne finit pas ses travaux, ça peut vous arriver pour votre résidence principale. Et il faut savoir que des entreprises dans le bâtiment qui ne finissent pas les travaux, ou parfois qui ne les commencent même pas, c'est quand même assez courant. Donc vu que c'est une affaire qui est quand même très proche de notre réalité, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'aller au bout des choses. Dernière chose avant de commencer cette vidéo, tout ce qui touche à l'immobilier, c'est-à-dire l'achat-revente de biens, donc type marchand de biens, achat pour retaper, pour louer, etc., ce sont des business qui sont bien différents du copy trading ou autre. On n'est pas sur des business qu'on pourrait apparenter à des arnaques. Par contre, à l'intérieur de ce milieu-là, il y a effectivement des acteurs qui, parfois, font des arnaques. Moi, je ne suis pas un influenceur, je n'ai pas l'aisance d'un commercial ou d'un gourou comme vous en voyez sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Tom, je suis dans l'immobilier depuis 22 ans. On me dit régulièrement: apprends à parler, à t'exprimer, jette-toi un bécherel. Et pourtant, je fais partie des coachs IMO qui ont le plus de notoriété sur Internet. Alors, c'est pas un argument, c'est pas parce que tu as le plus de notoriété que tu as le plus de compétences forcément. Tu peux être le plus suivi des coachs immobiliers pour plein de raisons. Peut-être que tu as mis le paquet sur les publicités. Donc ça, pour moi, c'est pas un argument. Car j'ai des compétences et une expertise rare dans l'investissement immobilier et très peu sont ceux qui savent faire du gros cash flow comme j'ai pu le faire dans la location longue durée avec des rendements allant jusqu'à parfois de 16 à 25%. Et surtout, je suis le seul qui prouve ces résultats et celui de ses membres. Reste bien jusqu'à la fin car je vais faire des annonces clash et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir aider les victimes d'abandon de chantier en faisant
le buzz à ton tour. Parlons désormais un peu de l'actualité et l'affaire JAMH. Déjà, quelle est la définition d'un escroc dans le domaine du bâtiment? C'est quelqu'un qui prend vos acomptes et qui se tire avec la caisse. Comme a pu le faire Broussard, qu'avait recommandé 90% des coachs immobiliers. Moi, j'ai refusé de recommander ce monsieur pour la simple et bonne raison et qu'il avait déjà coulé plusieurs entreprises, donc pas fiable à mon sens. Alors il est vrai que l'affaire Broussard, elle est énorme, vraiment. Beaucoup d'infopreneurs à l'époque avaient recommandé ce monsieur Broussard. Le mec avait pris les acomptes de plein de clients et s'était barré au Portugal, je crois, avec 4 millions d'euros. JAMH, c'est qui? C'est quoi? JAMH, c'était 31 employés, 8 camions, 3 agences et plus de 100 appartements rénovés, terminés, puis loués en l'espace de 3 ans. C'est plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 1 million d'euros est parti dans les salaires URSSAF, caisse de retraite, 1 million d'euros dans l'achat de matériaux de chantier, facture à l'appui, et 1 million d'euros dans les caisses de l'État, IS, TVA, etc. La société avait de faibles marges car elle faisait du volume et aussi pour être très compétitif. Mais il y a eu la guerre en Ukraine. La conséquence, augmentation des coûts des matériaux. Par ailleurs, seulement 40% de mes membres sont passés par eux. Donc, comme précisé dans ma formation, mes conditions générales de vente, le client est libre de ses choix. Alors oui, effectivement, les clients sont peut-être libres de passer par JAMH, mais nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ceux qui sont passés par JAMH. Et je pense que si Tom a recommandé JAMH, c'est pour leur prix et leur sérieux. Donc JAMH a quand même été poussé vers les clients mastermind. D'ailleurs, c'était pas JAMH Construction, c'était JAMH SARL ou JAMH Travaux, qui est devenu Est Travaux, je crois. JAMH était une société où j'étais actionnaire minoritaire et où j'ai donné ma démission fin 2022. La société a été en faillite mi-2024 et après 6 mois d'enquête, le liquidateur en a conclu que c'est une liquidation normale, comme cela a été le cas pour des milliers d'entrepreneurs à la suite de cette hausse spectaculaire des coûts de construction. J'ai quand même voulu vérifier un petit peu si effectivement la guerre en Ukraine avait eu un impact pour les entreprises du BTP et je suis tombé sur cet article du Sénat et c'est vrai. Vous voyez, c'est marqué ici, les petites entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics face aux conséquences de la guerre en Ukraine sur leur activité. En effet, la crise sanitaire a déclenché depuis plusieurs mois une crise des matériaux de construction. La guerre en Ukraine renforce dramatiquement les risques de pénurie et d'inflation de l'ensemble des coûts de production. Par exemple, le premier producteur pour les entreprises françaises sont les industriels italiens qui se fournissent essentiellement en Russie et en Ukraine. La Turquie, qui constitue le deuxième producteur pour les entreprises françaises du bâtiment sur ce plan, se fournit elle-même principalement en Ukraine. Donc pour ça, il a l'air de dire vrai. D'ailleurs, s'il y a des professionnels du bâtiment, n'hésitez pas à me confirmer ces informations en commentaire. Concernant donc l'entreprise JAMH SARL, effectivement, il y a une procédure collective qui est en cours. La procédure a été lancée en mai 2024. Dans les statuts ne figure pas Tommy Goudet parce qu'il n'a pas de rôle dans l'entreprise. Il dit qu'il a 10%, il est juste actionnaire. J'ai pas accès au statut, donc pour le coup, on va se contenter de sa version. Par contre, pour JAMH Construction, il était effectivement directeur général. Il a donné sa démission en avril 2023. Enfin, ça a été pris en compte en avril 2023. Dans l'interview, il me dit que c'était en décembre 2022. Bon, ça change pas grand-chose. Et il y a aussi une autre entreprise qui est concernée dans cette affaire, c'est Est Travaux, qui s'appelait avant JAMH Travaux. Et dans cette entreprise aussi, il était directeur général. Donc, il a donné sa démission en février 2023. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est chaque victime avec quelle société elle a signé son contrat. J'ai vu que vous avez kiffé faire le buzz en commentant les vidéos des journalistes qui ont su vous endormir en jouant sur les mots. Maintenant, à vous de faire le buzz. Si vous avez un minimum d'empathie pour les 3 membres qui ont vu leur chantier abandonné, dont
celui de Francis qui a surtout été vandalisé. Celui de Loïc aussi, à qui il manque de l'argent, car il a voulu se payer une BMW avec l'argent de son prêt immobilier et qui est en train de finir son chantier en payant les ouvriers de JMH au black. C'est sûr que quand on évite les impôts et l'URSSAF, ça permet de belles économies. Bon, là, rien à dire, impossible de vérifier. On sent qu'il y a quelques petites attaques personnelles, donc on va passer. Une autre membre aussi qui avait pris les numéros des ouvriers de GMH pour passer avec eux en direct, virer la société afin de pouvoir faire quelques économies et se payer un mois de vacances au Pérou. Georgia qui met JMH dehors afin de finir son chantier avec son conjoint pour récupérer de l'argent de son prêt et s'est vanté ensuite auprès des vendeurs du bricoman d'Exincourt dans ma région avoir gagné 50 000 € sur son prêt en faisant de telle sorte. Elle a fait venir un huissier complice de chez elle et elle a pris soin avant l'inspection de tout cacher la partie technique, c'est-à-dire mettre des portes devant les tables électriques, mettre des plaques de BA13 devant les coffrets techniques, c'est-à-dire les collecteurs d'eau, les collecteurs de chauffage, bâcher par exemple la douche italienne pour démontrer un retard de chantier. Mieux encore, Sonia, qui après avoir versé 30% d'acompte, qui dit à Julien « Je paye le deuxième acompte vers la fin quand la peinture de finition sera terminée. » GMH ayant fait confiance, une fois cela fait, au lieu de payer comme promis les 40% d'acompte de retard qu'elle avait, elle se pointe sur le chantier avec des gars de quartier, les menaçant avec une arme de partir, sans broncher. Il y avait 4 témoins ce jour-là. Bon, là, ça tourne un peu au règlement de compte, donc c'est pas vraiment intéressant. On va le laisser maître de ses propos. Il y a juste une partie à la fin qui est pas spécialement intéressante, mais je vous la mets quand même. Voilà le deal. Si vous désirez aider ces victimes, dès que cette vidéo aura eu 10 000 likes sur tous mes réseaux sociaux, j'offre tout le bénéfice de Good Information, ma société de formation, ainsi que tout l'argent en trésorerie. Et Dieu sait que vous pensez que je fais des millions avec la vente de formation. Dès que cette vidéo aura également 100 000 vues sur tous mes réseaux sociaux, j'offre tout le bénéfice de Businessimo, ma société de marchand de biens, ainsi que tout l'argent qui est en trésorerie. Bien évidemment, sans me verser entre-temps ni salaire ni dividende. Maintenant, c'est à vous de jouer et de partager au max cette vidéo. Et pour ceux qui désirent connaître mon histoire, comment je suis passé du seuil de pauvreté au seuil de richesse en seulement 3 ans, grâce à l'investissement locatif, clique sur le lien dans ma bio pour télécharger mon livre offert qui était numéro 1 des ventes. Il essaye de transformer le bad buzz en good buzz, mais je pense qu'il est un petit peu trop dans la sauce pour y arriver. On va passer maintenant au droit de réponse. Donc hier, pendant 1 heure, on s'est entretenu avec Tom. J'ai laissé pas mal parler et Tom parle beaucoup, mais j'avais surtout des questions à poser et j'avais besoin d'entendre ses réponses. Il y avait 3 points pour moi importants. Le premier point, c'est que j'avais besoin d'éclaircissement concernant sa situation avant son premier investissement immobilier. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, auto-entrepreneur depuis 1 an, en gagnant seulement 900 € par mois, pour moi, il y a un truc qui va pas. Il y a forcément une autre raison qui explique que la banque lui a accordé un prêt de 100 000 €. Le deuxième point, c'est que j'avais besoin de savoir, et qu'il l'avoue parce que ça, il l'a jamais dit, que c'est lui qui achetait les biens avant de les vendre aux membres Mastermind. Comme je vous l'avais montré dans la vidéo, par 2 fois notamment, il dit qu'il a vendu un bien en 24 heures, il a fait je crois 50 ou 60 000 € de bénéfice, et un deuxième en 1 heure, où il a fait 60 000 € de plus-value en 1 heure. Donc pour moi, encore une fois, il y avait une explication. Ma théorie, et je vous l'avais partagé en vidéo, c'est qu'il achetait des biens, il les revendait avec une très belle plus-value aux membres Mastermind. Et le troisième point où j'avais besoin d'éclaircissement, c'est sur l'affaire en elle-même. J'avais besoin d'entendre sa version, ses explications. Alors je vais pas vous mettre les 1 heure d'interview parce qu'il y a plein de passages où il me raconte son parcours et plein d'autres choses. Donc je vais vous mettre les passages les plus intéressants. En fait, entre ma vidéo et maintenant, j'ai eu un peu des infos. J'ai une personne de ta famille qui m'a contacté et qui m'a dit que
en fait, qui m'a confirmé ta situation avant les investissements immobiliers, pareil pour ta femme, etc. Mais qui m'a dit que j'étais même pas au courant, tu vois. ouais, Mais que le tu peux premier dire ça, toi, non investissement immobilier que tu as fait, tu as pu le faire parce que tu as hérité d'un terrain. Et Non. que du coup, c'est ce qui t'a permis d'avoir de faire tes premiers revenus immobiliers. Est-ce que c'est Non, vrai ou pas vrai? non, je n'ai pas hérité de terrain. Donc déjà, je peux pas hériter. Pourquoi? Parce que ma mère, déjà, elle était au RSA toute sa vie. Et en plus, elle est endettée. C'est-à-dire que si ma mère aurait des biens, un terrain ou un bon salaire, elle aurait des saisies. Tu vois, elle est... Voilà, comme je t'ai dit, on a D'accord. vécu dans un quartier jusqu'à 19 ans. Mais j'ai pas pu hériter de ma mère. Ma Enfin, mère, pas par vraiment contre, forcément de ta mère, je sais, on m'a pas dit de qui, mais t'aurais hérité d'un terrain. Ah ouais. C'est bizarre que c'est une personne de ma famille en plus qui te contacte avec ça, parce que ceux de ma famille, ils me connaissent. Et j'ai jamais hérité de 1 euro de qui que ce soit, tu vois. Ok, ouais, non, Mon voilà, père, moi je te pose la question. Voilà, je ne le connais pas. Mon père, je sais qu'il est entrepreneur. Je l'ai connu 6 mois dans ma vie, en fait, mais bon, je ne le connais pas. Toi, je l'ai connu de mes 26 ans à 26 ans et demi, peut-être. Je ne le connais pas. Lui, du coup, je pense qu'il va me connaître un peu plus avec tous les médias Ouais, ouais. qui ont fait ma pub. Parce que c'est vrai que moi, tu Non. vois, c'est vrai que je me Là, suis je dit, suis bon, choqué. on est en 2015, tu étais auto-entrepreneur depuis 1 an, tu Mm. gagnais genre 900 euros. C'est vrai Ouais. que ça paraît fou qu'on te prête de l'argent alors que tu avais déjà un prêt pour ton logement principal, on est d'accord, hein? C'est ce qu'on voyait sur le Ouais, relevé. ma résidence principale, je l'ai autoconstruite. Donc, j'ai emprunté pour acheter le terrain et ce qu'il fallait aussi pour les matériaux. Et donc, j'ai autoconstruit. Mais pourquoi la banque, elle m'a prêté? C'est pour 2 raisons. Déjà, la première, certes, j'étais auto-entrepreneur depuis 1 an, mais j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire de mes 19 ans à mes 34, avant d'être auto-entrepreneur, j'ai toujours bossé. Donc, la banque, ils savaient que si vraiment je voulais avoir une embauche, je l'avais très facilement, tu vois, parce que Ouais. j'étais pas fini, j'étais un bosseur. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté un actif. C'est-à-dire que si j'aurais acheté ma RP, une voiture, un voyage, n'importe quoi, ils auraient dit non. Mais là, c'est comme je t'ai expliqué, en fait, j'ai augmenté mon reste à vivre. J'ai pu démontrer à la banque que certes, j'avais un crédit de 701 euros par mois sur 15 ans, mais une fois les travaux faits, j'en ai pas eu pour long, j'ai eu pour 3 mois, parce que c'était qu'un rafraîchissement. Et du coup, J'avais une 1700. question, Tom, ta résidence principale, tu l'as achetée en quelle année? Enfin, t'as acheté le terrain et tu te l'es construit ta maison, voilà. En quelle année Alors, c'était? donc à 20 ans, j'ai été voir la banque pour emprunter, pour construire une maison, pour autoconstruire. La banque, la première fois, elle s'est foutue de ma gueule, tu vois. Et à 21 ans, j'y retourne. Donc là, j'étais embauché depuis 2 ans, toujours au SMIC. J'avais dans les 900 euros par mois. Il y a mes fiches de paye sur une vidéo YouTube qui a 400 000 vues. Et la deuxième fois, elle m'a dit OK. Elle m'a prêté 60 000 euros. Donc, 60 Ouais, 000 c'est ce euros qu'on voit sur le sur 20 relevé ans. là. Donc voilà, donc, si tu as 21 ans, j'ai autoconstruit ma première maison. Donc j'ai acheté le terrain 27 Donc 500. J'ai ça payé fait quelle 900 000. année quand t'avais 21 ans? Ça, c'était en 2002. Je suis né en 80, c'était en 2002. Alors, du coup, Tom, est-ce que tu penses que le fait que la banque t'ait accordé ces 100 000 euros, les premiers pour ton investissement locatif, c'est aussi dû au fait que tu avais déjà un bien immobilier? Or ça, C'est une certaine effectivement. garantie. Voilà, effectivement, je ne veux pas te mentir, ce sera un plus. Alors certes, donc la maison, ils ne la mettent pas en garantie parce que la pauvre, elle est déjà en garantie de elle-même. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce prêt pour acheter le terrain puis faire ma maison, donc le terrain est en hypothèque. Donc voilà, mais après la banque, ils sont malins, c'est-à-dire que s'ils savent que si tu n'arrives pas à payer ton immeuble, automatiquement tu n'arriveras pas à payer ta maison en Bien sûr. principe. Et du coup, tu seras obligé de vendre aussi ta maison et eux, à la fin, ils récupèrent leur argent. Donc, Mais effectivement, le fait que je sois propriétaire de et ouais. ma RP, donc là, j'avais un prêt de 60 000 euros, mais la maison, une fois terminée, elle avait une valeur de 140 000 euros. Donc, c'est sûr que c'est. Bien Je sûr, veux pas te voilà. mentir, c'est un plus. Et du coup, voilà, c'est ça en fait. Moi, si tu veux, j'ai essayé de trouver une explication à tout ça. Une Parce logique, que, quoi. ouais, voilà, une certaine logique. Et en soi, que tu aies eu une résidence principale avant et que tu l'aies acheté, ça enlève rien à ton parcours, tu vois. Moi, je pense que le dire, ça aurait été. Ça n'aurait rien enlevé à ton parcours, ça aurait été tout aussi louable et tout.
mais il y a forcément, tu vois, une explication. Donc je comprends un peu les premiers. Effectivement, après, ça tourne. Ils te font confiance pour un deuxième bien. Et là, tu vois, ça me paraît quand même plus logique. Et si ça tourne, voilà, il te faut confiance, ouais, etc. Mais après ça, par contre, je le cache nulle part. C'est-à-dire que j'ai fait un livre. J'ai écrit un livre en 2019. Il est surtout biographique. Et j'explique dedans que j'ai autoconstruit des maisons. Et ce livre, d'ailleurs, je l'offre. C'est-à-dire que celui qui veut lire mon livre, il va dans ma bio sur Insta ou YouTube ou un autre réseau social. Il peut télécharger mon livre. Il fait 115 pages. Il se lit en 1h15, 1h20. Et il verra mon parcours dans l'intégralité. Et il saura assez rapidement que du coup, j'ai autoconstruit à plusieurs reprises. Ok, super. Tu vois, j'ai pas lu le livre. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu avec les éléments que j'avais. Donc juste pour revenir dans la temporalité, 2002, tu construis ta maison, ta RP, ta résidence principale. Et du coup, quand on arrive sur ce relevé de 2015 où on a les 60 000 € empruntés. Alors ça, c'est une autre maison, parce que si tu veux, voilà, en 2002, si tu veux, j'ai commencé ma maison, donc j'ai mis 1 an et demi à la faire, parce qu'à côté de ça, je travaillais à Bricomarché. Ouais. Ensuite, au bout de 4-5 ans, quand j'ai quitté Bricomarché, j'ai trouvé un autre boulot chez Weldom, à Audincourt, toujours aussi. Mais par contre, ils m'ont dit, bah voilà, nous, on te prend, mais il faut un peu te rapprocher, parce que là, tu habites à Réchézy, tu as une demi-heure de route, ça fait un peu loin. Ben, je dis, aucun souci, je vends ma maison, ça pose aucun problème. Et du coup, je vais acheter un terrain ici et je rebâtis une maison ici. Donc, du coup, j'ai vendu ma maison à Réchézy. Je l'ai vendu, honnêtement, à 140 000 €. Voilà, j'ai fait une plus-value. Et donc, du coup, j'ai acheté un terrain à Audincourt. Donc là, à Audincourt, les terrains sont beaucoup plus chers. Donc là, j'ai remboursé mon prêt, j'ai payé mes impôts. Il devait me rester, honnêtement, que je calcule de tête, en gros, les impôts, j'étais à peu près à 20 000, j'ai remboursé mon prêt, il me restait 60 000 € à peu près. Donc là, à Audincourt, j'ai trouvé un terrain dans les 50 000 €, donc avec les frais de notaire, on était entre 55 et 60 000 €. Donc j'ai emprunté à la banque pour acheter le terrain, avec les frais de notaire, tout, donc 60 000 €. Et les 60 000 € de plus-value que j'ai fait de ma première maison, je les ai utilisés pour construire. Donc voilà, donc j'ai fait une deuxième maison donc elle m'est revenue à 120 000 € quand j'avais 24 ans. Donc, et elle valait peut-être 180 ou un truc comme ça une fois construit, quoi. J'ai espéré la vendre à 180, puisque pour moi c'était le prix qu'elle valait, mais j'ai pu la vendre que 150 000 €. Donc du coup j'ai fait que 30 000 € de plus-value. 30 000 € de plus-value. Et donc, mais après, voilà, je suis resté quand même 4 ans dedans. Ouais. Donc, on ne peut pas me requalifier en tant que marchand de biens, surtout que le but n'était pas de faire de l'argent. Et ensuite, j'ai autoconstruit une troisième fois. Et voilà, une troisième fois. Donc, avant d'avoir le premier bien, le premier immeuble locatif. Le premier immeuble locatif, c'était en 2014. Donc là, 2002, la maison Réchézy. La maison à Audincourt, c'était à 24 ans, donc c'était en 2005. Ouais, et puis quand j'ai commencé l'investissement IMO, c'est quand... Parce que tu avais ce crédit qu'on voit sur le relevé de 2015. Voilà. Il venait d'être commencé, à mon avis, en 2014 ou un truc comme ça. En 2014, là, normalement, j'étais à ma 5e autoconstruction. Mais pourquoi je n'empruntais que 60 000 € à chaque fois à la banque? Parce que justement... Ouais, tu as fait un petit peu de cash et ainsi de suite. C'est pas ça, mais ouais, aussi. Mais une RP pour la banque, c'est un passif. On va dire que ça te coûte de l'argent. Exactement. Et ça t'en rapporte pas. Et comme j'ai toujours été payé au SMIC... Mais en fait, ce qu'il faut dire, et ça enlèverait à ton parcours, avant 2002, 0 € de biens immobiliers, t'achètes ton terrain, une première autoconstruction, 2, 3, bim bam boum, et avant ton premier investissement locatif des fameux 100 000 €, là, tu avais peut-être un patrimoine immobilier, je peux pas dire la valeur, mais peut-être de 100 ou 150 000 €. Enfin, tu avais un truc qui garantissait aux banques une certaine stabilité, quoi. Voilà. Donc, avant ce premier achat d'immeuble où on lui a accordé un prêt de 100 000 €, Tommy Goudet avait déjà acheté 5 terrains et auto-construit une maison. Donc, quand il s'est assis devant le banquier qui lui a dit « Voilà, il me faut 100 000 € de crédit pour acheter un immeuble, le retaper et le louer », il avait déjà des garanties. Ça change l'histoire et ça confirme ce que je vous disais dans la vidéo. Alors, dans la vidéo, j'avais émis l'hypothèse que sa femme avait de l'argent. En fait, c'était pas ça. Mais par contre, lui en avait un peu. Alors, cet argent, il se l'est fait tout seul, en autoconstruisant une maison, en revendant, etc. Mais il avait de l'argent. Sur le site louermeublé.fr, dans son histoire, on a l'impression que quand on lui prête les 100 000 €,
il est auto-entrepreneur depuis 12 mois et gagne 900 € et qu'il n'y a que ça. Eh bien en fait, non, il n'y a pas que ça. Donc ça explique quand même pas mal de choses et c'est ce que je lui dis à la fin de la vidéo. Pour moi, il aurait dû être totalement transparent parce que d'une, ça n'enlève rien à son parcours et deux, ça ne laisse pas penser à des personnes qui sont auto-entrepreneurs depuis 12 mois qui gagnent 900 € que c'est possible d'avoir un financement de 100 000 €. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était par rapport aux marchands de biens. Dans la vidéo, il y a des moments où tu expliques que voilà, en 24 heures, tu as fait 60 000 € en 1 heure, etc. Moi, j'ai mis l'hypothèse que tu achetais des biens avant de les revendre à des personnes du programme Mastermind. Ce qui ne veut pas dire que tu les as baisés, entre guillemets. Ils ont quand même pu faire un beau coup, mais moi, dans mon esprit, c'était la seule explication qui expliquait que tu vendes aussi rapidement un bien. Voilà, donc je vais tout expliquer assez rapidement depuis le début. Ouais. Donc, de 2019, donc 2021, je suis coach en investissement IMO, donc je vends mes mastermind. Donc, il n'a pas toujours été à 6 987 €. Au début, il était à 3 000, 500, 5 000, 7 000, ouais. Et là, il est redescendu à 2005 même. Voilà. Et donc, en 2021, je fais la connaissance d'un de mes potes et qui a été ensuite mon associé dans la SS Business IMO. Il s'appelle Walid Jarmouni. Il est footballeur pro marocain. Il était formé à Sochaux et on fait pote, on sympathise très vite. Et puis tous les soirs, on parle IMO. Il est très intelligent, donc il a très vite capté comment que ça marchait l'immobilier. Et lui, il me dit, mais Tom, pourquoi tu achètes pas les biens et tu les revends? Puis moi, je dis, non, c'est quand même un risque. Il faut quand même acheter le bien. Il faut sortir l'argent ou faire un dossier de prêt. Et quand tu fais du marché de biens, c'est compliqué. Il faut mettre un gros apport quand même, en principe, au moins 25%. Donc je dis non, j'ai pas envie. Puis il me dit, je dis c'est casse-couille tout. Puis il me dit, mais viens, si on le fait ensemble, on fait une boîte de marchands de biens. On s'associe. C'était quelle boîte? Business IMO? C'est Business IMO. Donc là, si tu regardes sur société.com, infographe, ça, tu me verras que moi dirigeant. Mais si tu regardes les anciens dirigeants de 2000, je sais pas si tu peux le voir, de 2021 à 2023, enfin 2024 presque, il y avait Walid Jarmouni. Et donc en 2000, on va dire, je crois que c'est début 2024, j'ai racheté ses parts. Et du coup, j'étais tout seul. Parce que j'ai deux boîtes de marchand de biens. Il y a Business IMO et Business Immobilier. Et c'est pour ça qu'il y a deux boîtes. Parce qu'il y en avait une que j'avais avec Walid et une où j'étais seul. D'accord. Mais du coup, là, j'en ai deux où je suis seul. Donc, je vais en fermer une. Et peut-être bien la deuxième aussi, remarque. Ok. Et voilà. Donc, vas-y, je te laisse finir. Et donc, voilà, et si tu veux, et il y a beaucoup de gens, ils vont dire, mais toi, tu es assez intelligent et tu dis pas que c'est impossible, et tu as creusé, je pense, et tu dis effectivement que c'est possible. Et c'est possible, voilà, en faisant ça, c'est-à-dire que quand tu vas acheter un bien, donc tu fais un compromis de vente. Et quand tu fais le compromis de vente, donc le bien, il n'est pas encore à toi. Donc, tu peux quand même le vendre, mais tu peux pas faire un compromis de vente pour vendre, il faut faire une promesse de vente. C'est-à-dire que tu promets, en gros, que quand tu vas acheter le bien... Oui, tu peux le faire que si tu appartiens réellement, quoi. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que nous, avec la boîte, on faisait le compromis de vente. Donc, comme quoi, on avait l'intention d'acheter. Et ensuite, on faisait une promesse de vente aux membres Mastermind. Ce qui demande une organisation aux petits oignons. Exactement. C'est comme tu as dit dans la vidéo, c'est aux petits oignons. Et il ne faut pas croire que c'est de l'argent facile. Enfin, on pourrait le supposer, mais ce n'est pas évident quand même. Parce qu'il faut convaincre de la banque de te prêter de l'argent. Donc, nous, on a de la chance parce que la directrice du CIC à l'époque, elle était fan du FC Sochaux. Lui, il jouait à Sochaux. Donc, ça a aidé. Ça peut-être aidé. Donc, elle nous a fait à 3 reprises des autorisations de découverte de 100 000 €, sans garantie, sans rien du tout. Donc, une méga confiance quand même. Donc, on avait des découverts pour acheter les 3 premiers biens. On les a revendus assez rapidement aux membres. Donc, il y en a un, on a dû voir une semaine après, l'autre c'était peut-être le lendemain, l'autre une heure après. Mais comme tu dis, c'est une sacrée organisation. Et aussi, on est quand même en société. Donc, certes, on a fait des bonnes plus-values. C'est-à-dire que tu donnes déjà la moitié de ton bénéfice à l'État, mais ce n'est pas fini. On avait 3 employés embauchés en CDI. Donc, on avait 2 chasseuses IMO, donc payées à plein temps, embauchées avec un 13e mois, parce que la convention collective de l'immobilier, ça fait qu'il y a un 13e mois. On avait les charges. Donc, quand tu payes une personne en France 1008, elle te coûte le double aussi, il faut le savoir. C'est 3006 à peu près. On avait une assistante de direction qui avait une voiture de fonction, qui avait l'essence. On avait un bureau, une assurance décennale aussi, parce que c'est obligatoire quand tu fais du marchand de biens.
Donc on avait quand même énormément de charges. Donc pareil, concernant les marchands de biens, il y avait ce point qui m'avait beaucoup choqué. Comment ils arrivaient à vendre des biens aussi rapidement? En fait, avec le programme Mastermind, dès qu'une personne voulait acheter un bien, eh bien, Tommy Goudet trouvait un bien où il signait un compromis de vente, il faisait une promesse de vente aux membres Mastermind, et du coup, il arrivait à vendre très rapidement ce bien qu'il avait acheté avec son entreprise Business Immo. Il le revendait aux membres Mastermind avec une belle plus-value, et voilà, le tour est joué. Bon, on va arriver maintenant à la fameuse affaire qui est passée dans les médias. Je te laisse nous en parler. Donc voilà. Donc moi, comme tu as compris, 2019-2021, je faisais la formation. 2021, Wally, donc il m'a suggéré de faire ce boîte de marché bien. Mais entre-temps, donc ça c'était plutôt fin 2020, donc juste après le Covid, enfin après la première vague de Covid, j'avais un problème, c'est-à-dire que quand les membres achetaient des biens, pour faire les travaux, ils avaient personne, et moi j'avais personne à leur recommander. Et j'ai des potes qui sont dans les travaux depuis qu'ils ont 16 ans. Ils sont dans les travaux et ils m'ont dit, Tom, pourquoi tu ferais pas une boîte de marchand de biens, une boîte de travaux, excuse-moi, une société de travaux. J'ai dit non, moi c'est trop de bordel. Et moi j'ai dit non, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Donc j'ai dit moi ça m'intéresse pas. Et eux donc ils devaient créer la boîte E2. Donc c'est JMH SARL. JMH SARL. Ouais. Donc pourquoi JMH? Parce que Julien Maréchal, Alan Edet. Donc JMH Julien Alan Maréchal Edet. Ouais. Donc voilà. Donc du coup ils étaient sur internet, sur un site pour créer une entreprise. Je sais plus comment ça s'appelait. Je crois que c'était formalité.com. Et donc, ils créent la boîte, Alan et puis Julien, ils se sont mis 50-50, donc une SARL. Et après, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, indirectement, je vais les rendre riches et moi, je vais rien croquer. Donc, ils m'ont posé plusieurs fois la question, est-ce que je voulais être associé avec eux? Et au dernier moment, je leur ai dit, bon, ok, je suis associé avec vous, mais je prends que 10% de part, mais je ne suis pas gérant. D'ailleurs, les gérants, donc, étant que c'est une SRL, c'est des gérants, ce pas des présidents ou des DG. Tu étais directeur général, c'est ça? Non, j'étais rien du tout là, par contre. GMH et CRL, je suis que associé. Non, pardon, c'était sur GMH Construction que tu étais directeur. Ok. Voilà. Sur GMH Construction, par contre, ça, c'est une SAS. Et là, il y a il y a un président. Et en dessous, tu as des directeurs généraux, par exemple. Ouais, ok. Donc, le président, par exemple, GMH Construction, président, c'était Julien Maréchal. Et directeur et DG, c'était Alan et moi. Ouais, c'est ça. Et okay. Là, toujours, moi, j'étais minoritaire, j'avais 20% de part. D'accord. Mais voilà. Mais étant donné que ça s'est bien passé, donc en mi-2020, ça se passait bien. Donc moi, j'étais que associé, donc j'avais aucun pouvoir bancaire ni rien. Enfin, j'ai pas de carte bleue, j'ai rien. C'est comme si tu étais un apporteur d'affaires, un petit peu, en quelque sorte. Voilà, tu mettais en relation tes clients Mastermind et la société, et voilà quoi. Moi, je faisais plusieurs rencontres par an. Donc, je faisais 4 rencontres par an où c'est que je faisais visiter des immeubles aux membres Mastermind. Donc, des immeubles soit à des agents IMO, à des agents IMO qui ont la carte T, soit des biens qu'on avait, nous, on marchait bien avec Walid, un des deux. Ensuite, pour les travaux, souvent, je faisais intervenir 2 entreprises. Donc, il y avait un entrepreneur qui est parti maintenant sur Nice. Et il y avait JMH. J'avais 10% de part, donc j'avais mais que associé, donc c'est-à-dire que j'ai aucun pouvoir. Ça se passait très bien. La première année, c'était bien. Il faisait de la marge et tout. Enfin, il faisait un peu de bénéfice, mais sans plus, tu vois. Et comme ça se passait bien dans la première, du coup, moi, là, j'ai accepté d'être DG. Donc voilà. Et donc là, j'ai employé JMH2. Et pareil, après, il y a eu JMH Travaux qui est devenu Est Travaux, qui est toujours actif. Là, c'était avec un autre pote à nous, il s'appelle Siamdi. Pareil, c'était un chef d'équipe dans JMH2. Parce que dans JMH2, il faut savoir, donc JMH Construction, qu'il y avait, en 2023, il y avait 31 employés, tous embauchés donc, en Est Travaux, CDI. c'est l'ancien SARL Construction? Est Travaux, c'est anciennement JMH Travaux. Donc, c'est la troisième. C'est la troisième boîte. Et donc là, dedans, il y avait Julien, Alan, Siamdi et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est venu à cette affaire qui a pété publiquement, du coup? Alors, si tu veux, donc tout se passait très, très bien.
même à un moment donné, bon, moi j'avais pas accès au compte, mais je sais que dans les GMH et CRL, à un moment donné, je crois qu'ils avaient 400 000 euros à plat de trésorerie, enfin, hors impôt. Donc enfin, ça se passait bien, parce que moi, une fois tous les 6 mois, en gros, je demandais à voir à l'écran vite fait les comptes, toi, histoire de Mhm. voir un pouce en est quand même. Tout se passait très très bien. En 2020, jusqu'en 2022, fin 2022, ils avaient rénové, livré une centaine d'appartements, donc qui ont été terminés, ils sont tous été loués. J'avais des très beaux témoignages de membres Mastermind, dont un témoignage d'un membre Mastermind qui est à l'origine de ce buzz-là, tu vois. Un beau témoignage de lui, où c'est qu'il dit clairement, d'ailleurs j'ai la vidéo, il l'a fait sur ma chaîne YouTube, tu sais, parce qu'il se grille, tu vois, donc il écrit à YouTube, il a parlé des droits d'auteur, je crois, tout ça, enfin il l'a fait enlever. Mais bon, moi je l'ai dans mon cloud, je l'ai dans mon ordi, je l'ai Mhm. dans mon téléphone. Il n'y aura pas de problème pour la ressortir au tribunal s'il y a un procès, parce que l'affaire peut très bien être classée, on ne sait pas. Comme dans la vidéo réponse courte que je vous ai montré tout à l'heure, il a ressorti quelques noms et a parlé par exemple d'achat de voiture ou voyage, et ça peut expliquer le fait que les travaux n'ont pas été terminés. Je vais passer ces moments, je vais les garder quand j'aurai les victimes, ça me permettra de leur montrer le passage et qu'ils réagissent à ça pour les confronter. Donc là on va avancer un petit peu. Après, ça doit être bien. Je vais prendre un exemple, parce que tu as donné des noms dans ta vidéo explicative. Moi, il y a un nom qui m'était revenu dans le reportage, c'est celui de Stéphane, Alors, qui a parce une qu'il n'y a pas de... maison, je crois tout cumulé, le prix de vente c'était 150, 200 000 euros de Ouais, travaux, ça faisait 350, et la maison ouais. aujourd'hui, elle est estimée moins que le prix d'achat. Ben, c'est choquant. Moi, là, à mon avis, je pense qu'avec l'agent immobilier, c'est un petit peu arrangé, je ne sais pas. Il a Mais pas c'est pas acheté possible. avec le programme Mastermind, lui. Si, alors lui, il a pris un mastermind. Il fallait que je me remette parce que dans la vraie vie, il ne s'appelle pas Stéphane. Ils ont D'accord, changé de ok. nom pour leur portage, il ne s'appelle pas Stéphane. Mais bon, s'il ne veut pas dire son vrai nom, je ne le dis pas. Mais on va dire Stéphane. Lui, il fait partie des 3 les plus lésés, ouais. Donc, lui, Stéphane, alors par contre, là, le reportage qu'ils ont fait, il montre que ce qui n'est pas fait. En fait, ce qui montre, ce sera le sous-sol, mais le sous-sol, ben, il n'est pas à faire, tu vois. Donc, c'est normal qu'il n'y a pas de travaux. Et ce qui montre en haut, donc il y a une prise arrachée, une plaque, 2 plaques un peu arrachées, ça, ce Je crois sont qu'il n'y a des pas de vandales qui fenêtre, sont non? rentrés. Ah, ok. Il y a des fenêtres, mais elles sont cassées. Elles sont cassées, mais c'est un immeuble qui a été squatté, donc il a été vandalisé. Ils ont cassé les fenêtres, ils sont rentrés, ils ont tiré les prises, ils ont coupé les câbles, ils les ont tirés. Et à mon avis, ils ont fait fondre le cuivre et ils vont leur vendre à la casse pour 4 euros le kilo, tu vois. Mais D'accord. ça, c'est pas JMH. Donc, alors oui, donc il l'a acheté à la société de marchand de biens. Donc, pour être Ok. transparent avec toi, c'est un bien avec Walid. Donc, c'est lui qui l'avait trouvé. C'est un agent immobilier qui l'a contacté. La Clé du Bonheur à Montbéliard, donc une agence qui l'a contacté. Il lui a dit, il y a un bien à vendre aux enchères, si ça t'intéresse, Wally. Donc il a dit OK. Donc lui, il a fait l'enchère. Le prix de départ, je crois que c'était 96 000 euros. Personne n'a enchéri. Donc on l'a eu honnêtement à 96 000 euros. En tant que Et vous, vous marchand de l'avez biens, revendu 150. ouais, voilà, à peu près, C'est ce on a qu'ils disent dans le forfaitement bien. reportage, voilà, c'est à peu Voilà, près. c'est ça, ouais. On l'a Ok. acheté 100 000. On l'a vendu dans les 150 000, voilà. Donc c'est pour ça que, enfin, pour moi, il peut difficilement valoir 40 000 euros, parce que déjà, nous, on l'a payé, j'ai l'acte de vente. Et d'ailleurs, on le voit dans la vidéo où c'est que tu filmes, quand je montre mes actes d'achat et de revente, il y a un moment donné, tu verras, je parle d'un immeuble qu'on a acheté 96 000 et qu'on a revendu 150 000. Ben, c'est celui-là, là. Et voilà. Et donc toi, t'estimes que les travaux, ça a commencé à partir un petit peu en cacahuète Ouais. quand il y a eu la guerre en Ukraine qui a pété, c'était en Ouais. Je crois que 2023. ouais, je crois que c'était février. Je crois que c'est février 2023. Et dès quand il y a eu la guerre en Ukraine, donc il y avait des problèmes d'approvisionnement, donc partout, hein, Ouais, ça c'était ça, février. c'est Non, national. attends. Ouais, février, c'est ça. 2022. 2022, ouais, peut-être bien, ouais, février 2022. Donc voilà, donc il y avait des pénuries partout. Et les clients, ben, ils mettaient la pression à GMH. Ils disaient, ouais, Julien, il faut avancer là, pourquoi tu n'as pas posé le parquet? Donc ils y mettaient la pression parce que comme eux, ils faisaient un différé de paiement du crédit, c'est-à-dire que toi, ils empruntent. Vu qu'ils avaient une grosse partie de travaux, tu peux facilement négocier un différé de 1 an, 2 ans, ça peut aller jusqu'à 3 ans même. Mhm.
Donc, il mettait de la pression sur lui pour qu'il aille le plus vite possible. Parce que s'il arrivait à terminer les chantiers en 6-7 mois, comme il disait, celui qui a un différé de 2 ans, du coup, entre le 7e mois et le 24e mois, il va pouvoir louer, encaisser les loyers, ne pas payer son prêt. Donc, il va faire un. Oui, lui, il paye que les intérêts pendant 2 ans. Voilà. Et... Ok. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça lui permet de faire une grosse trésorerie pour un autre projet ou pour mettre à plat ou pour aller en vacances. Voilà. Donc, eux, ils mettaient tous la pression. Donc, à un moment donné, il avait 22 chantiers en même temps, je crois. Donc, ils mettaient tous la pression. Donc, ils disaient aux gars, aujourd'hui, on va chez Seb, aujourd'hui, on va là. Puis, du coup, les ouvriers, ils étaient un peu perdus parce que le matin, ils leur disaient aller là. Ils disaient après 11h, il faut aller là parce que Seb, il a appelé, il a dit, vu qu'on aille sur son chantier. Donc, du coup, lui, il avait 31 employés. À la base, initialement, il était du bâtiment, enfin, il a fait moitié bâtiment, moitié RSA. Donc, et là, il est patron d'une boîte avec 31 employés, 8 camions gérés, 22 clients. Ça a commencé à faire gros, quoi. Ouais, ça fait gros. Enfin, c'est monté trop vite d'un coup. Donc, il y a eu ça. Mais ça va, encore, ils arrivaient à peu près à se débrouiller quand même. Mais après, avec la guerre en Ukraine, donc ils n'arrivaient pas à approvisionner les chantiers. Il y a eu donc l'augmentation des coûts des matériaux. Donc, au bout d'un moment, peut-être 6 mois après, ils ont demandé des plus-values. Et je te dis, la plupart, ils ne voulaient pas payer. Et en gros, il leur a dit, si vous ne payez pas, moi, je ne vais plus sur votre chantier, quoi. Et c'est légal, ça? Honnêtement, je ne peux même pas te dire. Je peux même pas dire. Mais je sais qu'ils aient fait des contrats, des contrats avec des conditions générales, comme quoi, effectivement, que s'il y a une hausse des matériaux, ils peuvent l'appliquer. Et eux, ils ont été gentils, en vrai, parce que je crois que la hausse, c'était en moyenne, c'était 25 à 30%, et eux, ils demandaient que 5%. Mais les clients, ils ne voulaient pas payer. D'un côté, ce que je peux comprendre, pourquoi? Parce que les clients, ils finançaient leurs biens généralement à 110%. Donc, si tu as, on va dire, l'immeuble frais de notaire et travaux, tu as pour 300 000 euros, c'est vrai que si après le gars, il te demande 5%, 250 000 euros de travaux, donc ça fait 7 500 euros en plus. Si tu ne les as pas budgétés dans ton prêt émo, donc ça veut dire que tu les mets de ta poche, ça fait mal, tu vois, quand même. Ça fait mal. Donc, ou alors, si tu as commencé à. Enfin, tu as fait ton crédit, etc., les travaux, ils doivent commencer, j'en sais rien, en octobre 2021. JMH fait pas démarrer les travaux, les démarre après février 2022, et là, il y a une hausse des trucs. Ils vont dire, ouais, mais c'est pas mon problème, quoi. Il y avait ça aussi, c'est-à-dire que voilà, ils ont fait des devis qui ont été acceptés juste avant la guerre, parce que je te dis, ils avaient 22 chantiers en même temps. Et après, les matériaux ont augmenté. Donc, comme on a dit, 25 à 30%. Eux, ils margeaient honnêtement, ils étaient gentils niveau prix. Ils margeaient peut-être à 10-15%. Donc, tu peux plus suivre. Et il y avait ça. Toi, quelle est la raison qui fait que tu décides de partir en avril 2023 ? De JMH. Alors, moi, j'ai démissionné. Donc, j'ai 6 lettres recommandées, accusées, réception, plus 3 lettres contre décharge remis en main propre. Donc, j'ai 9 lettres qui prouvent que j'ai démissionné. Je ne sais plus si c'est le 16 ou le 22 décembre 2022. Mais c'était acté au greffe. Donc, c'est pas 2022, parce qu'il y en a plein, ils me disent non, tu as démissionné en mars. Bon, après, tu sais que ce soit décembre. En fait, c'est ce qu'on voit sur Papers ou Société.com, quoi. Voilà, tu vas sur Internet, ce sera ça. Et il y en a plein, moi je vais leur dire, mais ce qui compte, moi je me suis renseigné auprès de l'avocat, c'est la date que j'ai posé ma démission. J'ai vu avec l'expert comptable avec l'avocat, puis il y en a, ils disent non, c'est la date du greffe. Mais les gens qui parlent, et, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, ils croient qu'ils sont juristes, ils croient qu'ils sont procureurs, et en plus, ils ne savent rien du tout de l'histoire. Et en soi, que ce soit en décembre ou en avril 2023, ça ne change pas grand-chose à l'histoire, parce que de toute façon, entre ces deux dates-là, il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu de. Enfin, il n'y a personne qui a été retiré avec une carte bleue à la banque. De toute façon, moi, je n'avais pas de carte bleue, je n'avais pas de chéquier, j'avais rien, pas d'accès bancaire. Donc, moi, ce sera du coup très facile à parce qu'on est d'accord que toutes ces phases de travaux ont été signées par JAMH SARL. Hein. Énormément. Ceux qui sont en litige, les 90%, c'est JMH et SARL. Et le reste, c'est construction et les 10%, c'est construction, ouais. Ah, donc c'est pour ça que... Ouais, ok. C'est pour ça que dans le reportage, par exemple, de TF1, il montre un document où on voit que tu es directeur général. Ouais, voilà, parce que si tu veux, eux, c'est sûr qu'ici, ils font un reportage sur JMH, ça ne fait pas le buzz, donc c'est pas intéressant d'en parler sur les chaînes de télé. Dans sur toi, c'est plus intéressant. Voilà, et puis dans le journal local, c'est pas intéressant, ça va faire un petit encart dans un coin à la page 20.
c'est pas du tout intéressant. Mais par contre, du coup, ils ont vite fait le raccourci et le lien avec moi, et du coup, ils mettent tout sur, enfin, ils font genre qu'ils mettent tout sur GMH Construction, parce que là, j'étais DG. Ils font vite le raccourci avec moi, parce que c'est sûr que si tu dis le buzz, pardon, excuse-moi, je te parle mal. Non, t'inquiète. Si tu dis, parce que quand j'ai du mal à bien Non, mais t'inquiète, ça va. Ouais, c'était voilà, ça a commencé de mi-2023 à aujourd'hui, quoi. Ok. Donc moi, c'est après mon départ. Moi, le seul petit reproche que je te ferais, c'est peut-être au début, comme je t'avais dit, je pense que tu aurais dû dire que tu avais autoconstruit quelques maisons, que ça t'avait servi de garantie, parce qu'effectivement, au final, une personne qui est auto-entrepreneur depuis 1 an, qui gagne 1 000 €, qui n'a pas de garantie, qui n'a rien, qui est tout seul, je pense qu'il va se prendre un refus de la banque. Donc, en fait, ton parcours, il est louable, tu vois, et c'est dommage de ne pas en avoir parlé, parce que ça a peut-être donné des illusions à des personnes. D'ailleurs, s'il y a des victimes qui voient cette vidéo, qui veulent témoigner, n'hésitez pas à le faire. Moi, maintenant que j'ai eu la version de Tom, ça peut être intéressant peut-être de les confronter avec ta version aussi. Voilà, messieurs, dames, les passages les plus importants. À la fin de la vidéo, Tom me dit que voilà, s'il fait 100 000 vues, 10 000 likes sur sa vidéo YouTube cumulée avec la vidéo Instagram, il donnera l'argent de 2 de ses sociétés aux victimes. Donc si vous avez envie d'aider les victimes, s'il tient sa parole, c'est toujours pareil, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Concernant l'interview, déjà, c'est bien qu'il soit venu. C'est pas parce que l'interview s'est bien passée que je crois forcément tout ce qu'il dit. Ça reste qu'une version de l'histoire. Ce qui va être intéressant, c'est quand j'aurai l'autre version de l'histoire. Mais globalement, ce qu'il explique, c'est que JAMH SARL, donc l'entreprise de travaux, a été pris un petit peu à la gorge avec l'augmentation du prix des matériaux suite à la guerre en Ukraine. Ça, c'est un fait qu'on a vérifié, donc effectivement, les matériaux ont flambé. D'après Tom, dans le contrat, il y avait des clauses comme quoi il pouvait demander une rallonge si les matériaux venaient à flamber. Ce qui s'est passé, certains clients n'ont pas voulu payer et du coup, l'entreprise n'a pas pu finir les travaux. Il explique aussi que certains clients ont demandé des fausses factures à JAMH pour débloquer des fonds du crédit, mais cet argent n'a pas été utilisé pour faire les travaux, mais pour d'autres choses, voiture ou voyage. Ça n'engage que lui, évidemment. Donc pour lui, la raison qui explique que JAMH SARL n'a pas pu finir les travaux, c'est la flambée des prix à cause de la guerre en Ukraine. Il explique également que ça a été le cas pour des centaines d'entreprises dans le BTP en France. Pour lui, s'il est mis au cœur de cette affaire alors qu'il a démissionné avant que ça parte un petit peu en cacahuète, c'est parce que les dirigeants des entreprises JAMH SARL et JAMH Travaux, qui est devenu S-Travaux, ne sont pas solvables. Et vu que lui, il a de la notoriété et de l'argent, tout le monde s'attaque à lui pour récupérer de l'argent. Voilà, en résumé, ces explications. J'espère, messieurs, dames, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Vendredi, on va attaquer une série qui, je pense, va vous plaire. On s'abonne également à la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, pour pas rater les vidéos quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Feel like I live in the end zone. I'm the one leading the drives. The crew riding round in a Benzo. Red carpets when we arrive. I'll be in charge of my own fate. Left the excuses behind. Now I'm the illest violinist.